Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais pour la revue de presse des débats et polémiques de la semaine. Je vous présente mes invités en détail cette fois. Thierry Volton, vous êtes historien, vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres dont L'Histoire interdite, Comment guérir du complexe de gauche, Bref psychanalyse de la France, Quatrième guerre mondiale ou le KGB au pouvoir, le système Poutine. Christine Boisson, on vous a vu dans Identification d'une femme d'Antonioni, Liberté la nuit de Philippe Garrel, Il y a des jours et des lunes de Lelouch, Les marmottes d'Élie Chouraki, La mécanique des femmes de Jérôme de Missolz, Le bal des actrices de Maïwenn. Et on peut vous revoir actuellement dans Extérieure nuit de Jacques Brel, qui ressort au cinéma 30 ans après sa sortie sous une tempête d'applaudissements de la critique. C'est le film qui vous a lancé, vous, Gérard Lanvin et André Dussolier. Yves Duteil, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Votre chanson Prendre un enfant par la main a été élue plus belle chanson du siècle. C'était au XXe siècle. C'était ailleurs en 1988, très exactement. Votre dernier album s'intitule Fragile. Il est sorti en août dernier. Vous serez en concert à la Cigale à Paris les 12, 13 et 14 février. Abdelraouf Dafri, scénariste, La Commune sur Canal+, c'était vous, ainsi que les deux films sur Mérine réalisés par Jean-François Richet avec Vincent Cassel, sans oublier Un prophète de Jacques Audiard qui sort en DVD le 17 février et qui est nommé au César dans 13 catégories, dont meilleur scénario, ainsi qu'aux Oscars à Hollywood, dans la catégorie meilleur film étranger. Philippe Corcu, vous êtes sociologue, vous enseignez à Sciences Po Lyon et vous êtes l'un des fondateurs de l'Université populaire de Lyon, c'est ça, et de l'Université populaire de Nîmes. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais, notamment Philosophie politique et la société de verre. Et vous co-dirigez désormais une nouvelle collection, Petite encyclopédie critique aux éditions textuelles, où 4 essais viennent de paraître, signés Cédric Durand, Irène Pereira, Stéphane Lavignotte et Lilian Mathieu. Gaspard Proust, vous faites partie de la nouvelle génération d'humoristes qui partent à l'assaut des scènes françaises. On vous a vu notamment à la Loge, le plus petit théâtre de Paris. L'an dernier, vous étiez en première partie de Patrick Timsit et vous serez au Studio des Champs-Élysées à partir du 6 février avec votre nouveau one-man show, enfin sur scène, avec un point d'interrogation. Enfin, Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'Université d'Oxford et à l'Université de Shisha à Kyoto, au Japon. Vous avez été considéré comme l'un des 100 intellectuels les plus influents du monde par Time Magazine, puis par Prospect Magazine et Foreign Policy, le magazine américain. Et le 20 janvier dernier, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a pris la décision de ne plus considérer comme recevables les raisons qui jusque-là vous empêchaient d'entrer aux États-Unis. Vous êtes entré aux États-Unis depuis lors? Non, pas encore. Non, pas encore. Je rappelle que vos deux derniers livres sont L'autre et nous, pour une philosophie du pluralisme, et Mon intime conviction, où vous revenez sur les nombreuses controverses dont vous avez été l'objet. Commençons tout de suite cette émission. Hier, le jour où prenait fin, d'ailleurs officiellement, le débat sur l'identité nationale, le ministre Éric Besson refusait de donner la nationalité à un homme, la nationalité française bien sûr, à un homme qui impose la burqa à sa femme. Je vous propose de revoir un extrait du 19-20. Un homme qui impose le voile intégral à sa femme peut-il devenir français? Le ministre de l'Immigration vient de dire non, dans le cas particulier d'un Marocain marié à une Française et vivant en France depuis plusieurs années. Lors de l'entretien particulier qu'on appelle l'entretien d'assimilation, où vous devez dire votre parcours, votre adhésion aux lois de la République, il a expressément dit qu'il refusait le principe de laïcité, qu'il niait l'égalité entre les hommes et les femmes, et il a admis que son épouse, qui était à côté de lui, drapée dans un voile intégral, qu'effectivement, il lui imposait le voile intégral. Éric Besson avait prévenu qu'il utiliserait tous les moyens à sa disposition pour lutter contre le voile intégral, sans attendre le vote d'une loi. En fait, il entérine une décision récente du Conseil d'État. En 2008 déjà, l'institution avait refusé la nationalité française à une Marocaine qui portait le niqab. Des cas très isolés en fait, car l'immense majorité des femmes intégralement voilées sont françaises et rarement mariées à des étrangers. La semaine dernière, la mission parlementaire sur le voile intégral avait préconisé l'interdiction du niqab dans les lieux publics, un voile que 400 à 2000 femmes porteraient en France. Alors la décision d'Éric Besson a été confirmée depuis par le Premier ministre François Fillon. Tariq Ramadan, vous avez attendu à ce que je vous pose la question en premier. Cette décision vous choque-t-elle?
Non, elle ne me choque pas, mais je ne suis pas d'accord avec le procédé. Autant j'ai dit et répété, et d'ailleurs à la mission parlementaire, j'ai pu m'exprimer contre le fait de porter la burqa, parce que je pense que ça n'est pas une prescription islamique, et je l'ai dit et répété. Il y a des courants minoritaires qui le pensent, et je pense que c'est par le débat, le dialogue et la persuasion et le travail de fond qu'on change les mentalités. Ça n'est pas parce qu'est en train de se produire aujourd'hui une espèce de police de la pensée, où non seulement on ne regarde plus les règles ou les droits, parce que finalement sa femme est française, et contrairement à ce qui est dit dans votre reportage, en l'occurrence, c'est que elle dit du 19h, c'est pas le le mien. reportage de la chaîne, excusez-moi, en l'occurrence, la femme dit qu'elle le porte et qu'elle fait partie du même mouvement, de la même tendance, et donc elle va elle-même dans ce sens-là. Vous voulez dire ça n'est pas imposé par son mari? Elle dit que c'est pas imposé par son mari, elle est dans le même courant de pensée. Alors, encore une fois, on peut être opposé à cela, on peut penser que c'est une mauvaise décision, c'est ce que je pense, mais on arrivait aujourd'hui à avoir un entretien d'assimilation. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, vous avez des critères pour avoir la nationalité, on va ajouter comment vous éduquez vos enfants, parce qu'en plus, dans le rapport, il y a la façon dont ils éduquent les enfants, la façon dont ils ont un rapport à la société environnante. Je pense que de ce point de vue-là, ça ne réglera rien. Aujourd'hui, on est dans une espèce de situation de dérapage où on ajoute à des clauses légales des espèces de considérations sur la pensée. C'est tellement vrai, d'ailleurs, que les deux commissions, celle qui a précédé pour la personne qui n'a pas eu la nationalité, celle-ci évite de parler du port intégral parce qu'on sait que légalement ça passera pas, et donc on va considérer des considérations sur la pensée, c'est-à-dire est-ce qu'on considère que c'est une pensée assimilée ou pas. Je peux vous dire une chose, si vous alliez dans les mêmes considérations sur beaucoup de chrétiens conservateurs ou beaucoup de juifs conservateurs, ils ne passeraient pas la rampe de cet entretien d'intégration. Et je pense que c'est dommage d'en arriver là. Mon but, c'est de résoudre les problèmes, c'est pas de les aggraver. Oui, Thierry Volton. moi, je vais abonder dans le sens de Tariq Ramadan. Je trouve cette décision arbitraire, je dois dire, parce que c'est vrai, si cet homme a rempli effectivement les conditions pour avoir la nationalité, il n'y a aucune raison qu'on lui refuse. Alors, ça mais on dit que justement, le fait qu'il ne soit pas si assimilé que ça, c'est fait qu'il ne remplit pas les conditions. Oui, il y a des lois quand même, vous savez, il y a des lois qui font que si vous êtes marié à une Française, vous devenez français, etc. Donc ça existe. Donc ça veut dire que l'État s'arroge le droit de refuser ou d'accorder sa nationalité. Alors moi, ça me gêne énormément. Je suis assez spécialiste, comme vous le savez, des pays totalitaires, et je me souviens qu'à une certaine époque, ces mêmes pays totalitaires privaient les gens de leur nationalité. Solzhenitsyn étant évidemment l'exemple le plus emblématique de ça, et on les expulsait et on les privait de leur nationalité. Donc l'État s'arrogeait le droit d'accorder la nationalité et de la retirer. Donc, à la limite, on risque d'arriver à une prochaine étape, c'est-à-dire qu'on va retirer des nationalités qui ont déjà été données. Alors, je trouve ça effectivement dommage, et je pense que Tariq a raison de dire que si ça s'était passé, je pense qu'il existe effectivement dans des milieux juifs ou dans d'autres milieux religieux extrémistes, comme l'est effectivement ce cas-là précis, il existe effectivement des cas qui ne sont pas assimilables à la législation, je dirais, non pas à la législation, à l'esprit républicain, comme on dit, c'est ce qu'on se drape derrière cet esprit français. Vous voulez dire que, par exemple, un catholique très pratiquant qui n'adhérerait pas au fait qu'en France, on a la liberté d'avortement, par exemple? Absolument, liberté d'avortement, éventuellement même les problèmes de pas de laïcité, mais séparation de l'Église et de l'État. Oui, non, aucun catholique pratiquant ne la réclame. Je pense à des problèmes d'homosexuels, par exemple, des choses comme ça, sur lesquels ils sont foncièrement contre. Évidemment, ils sont plus assimilables à ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors en vérité, le problème, c'est un problème de fond. Je veux dire qui va bien au-delà que de ce petit problème-là. C'est un problème de fond que je voudrais citer en 2 minutes. C'est un problème d'assimilation de toute l'immigration générale. C'est-à-dire que voilà comment a fonctionné la République française pendant des siècles. Elle a fonctionné en disant on va assimiler des gens qui nous ressemblent quelque part. Parce que c'est vrai qu'on a assimilé des Italiens, des Polonais, des Portugais, des Espagnols. Et c'est vrai que cette République française, elle s'est forgée là-dedans. Parce qu'il y avait dans ces cultures un fond commun qui était, qu'on veuille judéo-chrétien, méditerranéen, enfin, on peut le qualifier comme on veut, en tout cas un fond commun. Aujourd'hui, nous sommes passés dans une autre phase de la mondialisation, c'est une banalité de le dire, mais de fait, avec le flux des populations, ce n'est plus le petit méditerranéen qui est en cause, c'est qu'il y a des gens qui viennent de partout, des Philippines, d'Australie, de Chine,